Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode 36, Exactement. je crois. Et aujourd'hui, on va parler notamment de régulation émotionnelle, de système nerveux et de couple. Exactement. Et du Parce lien. qu'on est là pour parler de ça quand même. Ouais. Du lien entre tous ces concepts-là. Exactement. Ça semble très important. Avant de commencer, je fais juste un petit insert ici pour vous dire que j'organise une conférence en ligne gratuite le jeudi 13 novembre à 20h30 et le mardi 25 novembre à 20h30 sur le thème de déconstruire la dépendance affective. C'est une conférence sur la dépendance affective. Voilà. C'est gratuit et je vous invite à me contacter si ça vous intéresse, via les réseaux sociaux notamment. Je vous trouverai une place sans problème. Voilà, ça va être chouette. J'ai vraiment hâte de partager ce moment avec vous. Allez-y, soyez nombreux. Ouais. Alors Anna sera pas là. Oui. Enfin, je serai peut-être là en tant qu'auditrice, voilà, c'est ça. Mais pas en tant que conférencière. Exactement. Et donc voilà, je voulais vous partager ça. Et maintenant, on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur l'épisode. Mm-hmm. Alors, ce qui m'a inspiré cet épisode, c'est que j'ai eu une névralgie cervico-brachiale liée au sport et à la musculation, je crois. Et ça a été douloureux. J'ai eu une semaine un peu difficile. Et donc, ça m'a rappelé l'importance du système nerveux, en fait, de prendre soin de son système nerveux et du lien qu'il y a entre le système nerveux et la régulation émotionnelle. Hein. Quand on est activé dans notre système nerveux fortement, on peut avoir des perceptions et des émotions qui vont être très fortes et en boucle, qui vont se répéter. Et ça va avoir un impact sur le couple, évidemment. Complètement. Donc, c'est vraiment un sujet qui me semble important. Ça fait longtemps que je voulais en parler. Oui, parce qu'on pourrait se dire que ça se joue qu'à un niveau personnel, le fait de se réguler. Alors certes, c'est le cas, il faut savoir s'auto-réguler par soi-même, mais il y a aussi un deuxième niveau, au niveau du couple, il y a aussi un impact qui n'est pas négligeable du tout. Le couple peut s'auto-réguler, à deux, il y a un travail qui peut être fait. Déjà, la régulation ou la dérégulation de chacun peut avoir un impact sur le couple et sur l'autre. Complètement. Et ensuite, le couple lui-même, le fait d'être avec l'autre, ça peut clairement aussi en fait, nous réguler. Ça, on le verra en parlant de la co-régulation derrière. Oui. Mais voilà. Et donc voilà, dans cet épisode, on va commencer par vous parler du système nerveux, un peu de théorie polyvagale, pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on a un système nerveux qui est un peu dérégulé et les conséquences que ça va avoir sur nos émotions et sur sur notre façon de gérer dans la vie quotidienne ce qui nous arrive. On va extrapoler ça avec la théorie de l'attachement. Et après, on parlera d'un certain nombre de ressources qu'on peut mettre en œuvre pour apaiser tout ça, basé aussi peut-être sur notre expérience récente, notre expérience de couple. Et voilà. Dans la première partie, on va revenir rapidement, on va essayer, sur le système nerveux et sur ce que ça implique en termes de régulation émotionnelle. Le système nerveux, c'est, tu le sais, c'est tout ce qui va commander la réponse en fait, de notre organisme à certaines situations. Hein. Donc voilà. Sauf qu'on ne va pas avoir la même manière de s'activer en fonction des mêmes situations extérieures. Tu vois, en fonction de notre vécu, en fonction de plein de choses. Il y a une mémoire du système nerveux, une sorte de conditionnement. Premièrement. Qu'on a acquis depuis l'enfance. Exactement. Et en fait, il y a plusieurs types d'activation du système nerveux. Le premier type d'activation, ça va être le combat. Donc, on imagine la situation, tu es dans la jungle, tu vois un animal sauvage dangereux en face de toi. La première option, c'est d'aller le combattre. Donc, tu sors ta flèche, ton cœur s'accélère et voilà. La deuxième option, c'est la fuite. Mais la fuite active, c'est-à-dire tu te mets à courir et pareil, ça suractive ton système, mais sauf que là, tu choisis de partir.
Donc on est dans l'action dans Ouais. ces deux situations. Exactement. Ouais. Et puis, tu as d'autres types de réponses. Tu as la réponse de figement aussi. Tu peux être complètement tétanisé. Et là, Passif, tu te désactives, en fait. Avec l'adrénaline, tu sens même plus la peur, tu sens plus rien. Bon, là, c'est la réaction extrême. Hein. Il y a plein de nuances dans la réponse de figement, du coup, qui est cette réponse-là. Mais voilà, c'est de la désactivation. Hein. On répond au danger en justement en faisant C'est s'il comme y avait si rien, le système nerveux se mettait en mode off, quoi. Exactement. Il se désactive, il est complètement... Exactement. Il n'est plus là, quoi. Et puis la quatrième option, mais qu'on va pas détailler là ici parce que c'est la meilleure. Enfin, il faut pas dire meilleure parce que toutes les options sont valables et en fait, c'est même sain de parfois de fuir ou de combattre, etc. Bien sûr. Mais celle qui est la plus agréable en tout cas, c'est la réponse de régulation émotionnelle, de repos en fait, de récupération. Voilà. Qui va correspondre au mode parasympathique ventral pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus à la théorie polyvagale qu'il y a derrière. Mais on va pas rentrer trop dans le détail de ces termes un peu techniques. Compliqué. Ouais. On va rester vraiment juste sur les 3 réponses qu'on vient d'évoquer là, et on va voir en fait que dans un second temps après derrière que ça a un vrai impact parce que en fonction de notre réponse de notre système nerveux à certaines crises de couple ou à certaines situations de couple, et ben en fait ça va avoir un vrai impact sur le couple, justement. Sur le couple. Sur l'autre aussi. Sur l'autre et sur soi-même, sur sa santé générale. Exactement. Aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on commence par là. Tu vois. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines réponses, etc. Donc, on va parler de cette première réponse qui est la réponse combat. Hein. La réponse combat... Alors, encore une fois, hein, c'est très important de dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse du système nerveux. Parfois, encore une fois, la réponse la plus adaptée, c'est le combat. Ouais. Le problème peut-être c'est quand on a à cause de conditionnement, notre système répond en mode combat à des situations qui ne nécessitent peut-être pas forcément qu'il y ait du combat, tu vois. Et par exemple, tu vois, alors je donne un exemple rapide, des gens qui se font énormément de soucis en relation, qui ruminent beaucoup et qui activent leur système nerveux comme ça tu vois, en étant par exemple dans une forme de logorée, en parlant beaucoup trop pour être rassuré, c'est une forme de combat en fait, en réalité. C'est une forme une façon de ne pas accepter la situation relationnelle. Par exemple, si on sent que l'autre se détache un peu, on va être là à essayer de combattre ça en fait d'une façon qui va être peut-être pas adaptée parce qu'on va se faire énormément de mal et on va pas remettre en question peut-être le fond de la relation. Finalement, on va juste être là en mode, tu vois. Donc là, le combat, c'est une réaction qui peut être, voilà, par exemple aussi les gens qui font des burn-out. Ils peuvent souvent se réagir en mode combat en permanence, notamment dans un milieu d'entreprise, tu vois, à des moments où en fait c'est peut-être pas forcément la réponse la plus adaptée, tu vois, ou en tout cas ça leur coûte cher derrière de réagir de cette manière-là en permanence, tu vois. Donc voilà, ça c'est la réponse de combat. C'est un peu un truc, c'est d'être sur la défensive tout le temps. Ouais, je pense que tu pourrais voir ça comme ça aussi. Ouais. Je pense que tu pourrais voir ça comme ça. En fait, c'est tous les moments où dans une situation relationnelle, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, c'est dans tous les moments où tu luttes contre la situation. Moi, je sais que ça peut m'arriver des fois, Ouais. et le truc que je me dis, c'est genre, mais là, je voudrais pas que ça... Enfin, je comprends pas cette situation, pourquoi tu t'énerves, c'est injuste. Ouais. Ce truc d'injustice un peu, tu vois. Ouais. Donc, je lutte un peu. Par exemple. Il y a un truc qui veut pas lâcher, tu vois. Mais c'est surtout lié à des réponses de ton système nerveux. Donc ça se joue à un niveau physique très fortement, tu vois. C'est ce qui se passe dans ton corps au moment où en fait l'écoute de ton corps va te dire si tu es en mode combat ou pas, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Et en fait ça va être les émotions qui vont être associées, ça va être la colère, la frustration, la rage, toutes ces choses-là. Et en termes de sensations corporelles, c'est l'augmentation du rythme cardiaque, la respiration rapide, la tension musculaire, tu vois, l'énergie intense, le fait de ne pas réussir à se calmer, d'être très, très, tu vois, très, peut-être trop énergique. Ouais, c'est-à-dire le fait de se sentir un peu tellement attaqué, alors que t'es pas forcément attaqué, mais du coup, tu vas répondre par l'attaque. Exactement. Parce que tu vas avoir l'impression qu'on t'attaque. Exactement. Ce qui n'est pas forcément la réalité. Ouais, ça peut être complètement une réponse de combat, d'accord, de lutte, j'ai compris. Ouais. en fait, qui est un peu trop présente et qui fait analyser toutes les situations comme étant potentiellement un combat à mener, en fait. Ouais. Donc ça, oui, clairement, les gens qui sont tout le temps sur la défensive, je pense qu'il y a clairement cet aspect-là. Donc ça, c'est la première réponse du système nerveux, c'est la réponse de combat. Encore une fois, il y a des situations dans lesquelles il faut faire... Bien sûr. Tu vois, les gens qui ne sollicitent jamais cette réponse, par exemple, et qui ne se mettent, tu vois... Jamais en colère, ouais. En fait, ils ravalent de la colère et ils ravalent des émotions qui devraient s'exprimer au moment où elles s'expriment. Et sur le mode du combat, parfois, il faut partir au combat.
Et voilà, donc ça peut être très mauvais. Donc c'est pour ça que je dis, le problème vient quand en fait ça devient une réponse automatique de l'organisme et qui n'est plus adaptée finalement à l'environnement. Ouais. Et là, ça va poser problème. Okay. Alors ensuite, il y a la réponse de fuite active, la réponse de fuite, qui ressemble beaucoup à la réponse de combat, parce que là aussi, on est dans la suractivation du système nerveux. Donc rappelez-vous, il y a je combats ou je me barre en courant, quoi. Et voilà. La fuite, ça peut être toutes les personnes, par exemple, qui peuvent aller se réfugier dans des addictions pour pas avoir certains problèmes relationnels, tu vois. Même si, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Là, je schématise grandement. Mais voilà, tous les moments où on est activement en train de fuir une situation. Tu vois, on est en train de combler un truc qu'on devrait dire à l'autre et en se suractivant dans une autre direction. Pour pas regarder en face la situation, tu vois. Ouais. Il y a de l'évitement, ouais. Ouais, c'est de l'évitement, mais un évitement qui est actif. Ouais. C'est pas la désactivation où carrément tu te mets en mode figement et tu ressens plus rien, tu vois. Non, tu t'en vas, quoi. Ouais. Tu prends tes jambes et tu pars. Ouais, mais t'es pas calme quand tu le fais. Tu vois, t'y vas et ouais, bien sûr. C'est juste parce que c'est trop fort pour toi et c'est une réponse de fuite, mais qui te chamboule, tu vois. Ouais. Donc au niveau corporel et physique, ça va être assez similaire à la réponse de combat en fait, parce qu'on a vu que c'était à peu près, tu vois, c'est la même ramification. En fait, c'est tout le système nerveux sympathique pour ceux que ça, pas très sympathique d'ailleurs, mais, ouais. Enfin parfois, hein. Mais voilà. Et donc ça va ressembler en termes de sensations corporelles à ce qui se passe quand on combat. Sauf que là, dans la situation, on fuit en fait. Ouais, et du coup, en général, derrière la fuite, il y a beaucoup de peur. Ouais, bien sûr. Plus de peur que de colère, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Bien sûr. Sans sensation d'être sous l'eau, d'être dépassé, de la panique. Ouais, effectivement. Ouais, la panique, c'est une très belle image de ça. Ouais. La panique, c'est vraiment... ça montre ça, en fait. Tu vois. Ouais, moi, je sais que c'est une réponse que je connais bien. Ouais. J'ai pas mal de peur et je suis assez sensible à mon environnement, donc je peux très vite être stimulée par ça au niveau de mon système nerveux. Et du coup, éviter de me mettre dans certaines situations par peur, justement, d'aller au combat. Ouais. Et du coup, tu vas peut-être compenser par autre chose. Et la panique, ça montre ça. C'est quand t'es en panique, t'as absolument envie de sortir de l'endroit où t'es parce que genre il y a quelque chose qui est horrible au moment où tu le vis, mais t'y arrives pas. Ouais. Donc c'est ce paradoxe-là en fait. C'est cette espèce de fuite qui n'arrive pas, qui n'est pas ajustée en fait. Tu vois. Et donc t'as augmentation du rythme cardiaque, t'as tous ces éléments qui montrent une suractivation du système nerveux sympathique, comme on disait tout à l'heure, et qui ressemblent du coup encore une fois au combat. Et du coup, il y a un autre type de fuite, mais qui là n'est pas cette fuite active qui te suractive, ça va être la réponse de figement. Voilà, ou la désactivation, quoi, en gros. Et donc ça, c'est le déni, en fait. C'est le déni. Ça peut prendre en relation l'aspect de gens qui restent en relation malgré des abus répétés, mais qui sont dans une forme de déni, en fait. C'est-à-dire chez qui il y a presque une forme de refus de voir la réalité en face, et parce que c'est trop difficile, et donc en fait on supprime des éléments en tout cas intellectuellement, hein, mais on fait comme si que ça n'existait pas, tu vois. Donc on ressent plus rien, quoi. On ressent plus rien. C'est un peu comme si on était mort de l'intérieur, en fait. Ouais. J'ai l'impression. Bien sûr. Et tu as des réponses, par exemple, dans certains cas d'abus sexuels, etc., où il y a énormément de réponses de figement face à ce type de trauma. De gros traumas, ouais. Et en fait, au moment où tu le vis, ce truc-là, c'est une réponse qui est ajustée, au sens où, en fait, pour ne pas avoir à regarder en face et à traverser ce truc horrible, en fait, en fait, tu te mets en mode figement. Donc, sur le moment, c'est une réponse qui est créative presque, au sens où elle est ajustée parce que c'est une façon de se protéger en fait. Mais le problème c'est que si on ancre ça derrière comme mécanisme de fonctionnement sur le long terme, en fait on fait semblant de pas voir des choses, on n'est plus ajusté à la réalité, on n'est plus ajusté du tout en fait. Tu vois, on supprime des parts de nous en fait finalement en faisant ça. Ouais. Donc voilà, donc ça va donner. Alors là dans le corps c'est plus tout la même chose. Hein. Là c'est vraiment. Sens pas mon corps. Ouais. C'est ça. C'est ça. Hein. Lourdeur, engourdissement, rien sentir, tu vois, la digestion lente aussi, la respiration qui est, tu vois, une faible tension musculaire diffuse. Et en termes d'émotion, ça va être la dépression,
le défaitisme. La sensation d'être un peu invisible, oui, tout à fait. De pas avoir de valeur. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. D'être effacé, quoi. Ouais, complètement. Isolé, du coup. Ça mène à de l'isolement. Ça peut mener aussi à beaucoup d'isolement. Ouais, tout à fait. Mais parfois aussi pas. Hein. Parfois, tu as ça chez des gens qui sont fonctionnels, entre guillemets, même qui ont des hauts postes de responsabilité parfois, et qui ont cette capacité de refoulement, tu vois, simplement de faire comme si il y avait certaines choses qui n'existaient pas autour d'elles. Et encore une fois, parfois, c'est sain de faire ça. Hein. Ah oui, bien sûr. Parce que si tu es tout le temps... Ça permet de se protéger aussi, des fois. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de noter que ces réponses-là, elles ne sont pas problématiques en soi. Elles le deviennent quand elles ne sont plus adaptées, en fait, à l'environnement. Et souvent, en fait, quand on a des modes de réponse qui sont dysfonctionnels comme ça parce qu'ils ne sont plus adaptés, ben, ça va se ressurgir dans le couple, en fait. Évidemment. Bien sûr. Ouais. Et peut-être que, justement, là, on peut extrapoler un peu par rapport à l'attachement, par rapport à la théorie de l'attachement et la régulation. Alors vous connaissez, hein, on a fait 2 épisodes là-dessus, épisode 20-21 je crois, du podcast entier dédié aux 4... La théorie de l'attachement. Ouais, aux 4 styles d'attachement, à anxieux, évitant, désorganisé et sécure. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire un peu un lien avec ce qu'on a dit précédemment sur le système nerveux. Il y a quelques études qui ont montré que les personnes qui étaient catégorisées comme évitantes avaient tendance à se désactiver un peu au niveau du système nerveux. Ce qui semble à peu près logique quand tu connais les caractéristiques de la personne évitante. Ouais, bien sûr. Ouais. Évitement, fuite. Ouais, alors... Il y a une différence entre l'attachement évitant et les mécanismes d'évitement, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que effectivement l'attachement évitant n'est pas du tout à l'aise avec la proximité émotionnelle et donc va ravaler ses émotions à plein d'endroits parce que c'est pas sécurisant de ressentir certaines choses, ce qui peut donner l'apparence d'une forme de contrôle et de maîtrise, mais qui en fait en réalité est une forme de figement, c'est une forme de désactivation, une forme de refoulement. Tu vois. Donc oui, tout à fait. Et au contraire, les anxieux, alors ça, il n'y a pas d'études là-dessus, mais c'est un peu une conclusion que je tire moi, parce que je connais bien le problème, je viens de là aussi, et voilà. Mais c'est que les anxieux vont avoir tendance à réagir peut-être davantage sur le mode sympathique, c'est-à-dire avec des réponses de combat, de lutte ou de fuite active. Tu vois, quand il y a une émotion qui surgit, elle est très intense, et il y a du mal à la traverser, à la réguler, et donc on va mettre en place des stratégies pour essayer de compenser ça, on va sursolliciter l'autre, se suradapter, tu vois. Et le problème, c'est que là vous voyez bien le truc émerger, hein, c'est que ces problèmes-là dans les réponses du système nerveux, notamment dans le cas du couple anxieux évitant, vont avoir des répercussions énormes, parce que du coup les deux vont s'activer réciproquement. C'est-à-dire que l'évitant va être terrorisé entre guillemets par cette intensité émotionnelle de l'anxieux, et donc ce qui va faire qu'il va encore plus se figer, encore plus tu vois, ravaler et vouloir faire comme si de rien n'était en fait finalement, et ce qui va rendre encore plus fou l'anxieux qui a besoin lui d'être rassuré, et rassurant, ce que ne peut pas lui donner en fait l'évitant. Et c'est aussi la raison pour laquelle au début, donc cette boucle infernale c'est le problème, mais c'est aussi la raison pour laquelle au début les deux s'attirent, parce que à un niveau superficiel, quand un anxieux rencontre un évitant, et il se dit oh là là, mais il est tellement sûr de lui, il a l'air tellement serein en fait, ça m'attire tellement, parce que moi l'anxieux tu vois, lui ne vit pas ça. Donc du coup il se dit ça va être génial, sauf qu'en fait en creusant un petit peu, on se rend compte rapidement que cette façade de finalement d'assurance, en fait c'est pas si sain que ça. Il y a souvent beaucoup, comme je disais, de refoulement, on fait semblant de pas voir les choses, un déni émotionnel, et donc ce qui fait que on est attiré par le profil évitant quand on est anxieux va faire après dans la relation que en fait on va s'activer réciproquement et finir dans des boucles infernales quoi, parce qu'il y a un problème de régulation émotionnelle. L'anxieux ne sait pas se réguler, c'est trop intense, et l'évitant ne sait pas se réguler non plus, il supprime des parties de lui, il supprime des ressentis et des émotions. Donc voilà, ça c'est pour la partie sur l'attachement. Il y a peut-être un point que je voulais souligner ici, c'est sur la communication de couple. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de communication, comme si c'était le saint graal de l'épanouissement du couple.
Autant c'est vrai dans une certaine mesure, hein, évidemment que être capable de mettre des mots fins sur ce qu'on ressent, etc., c'est une compétence émotionnelle importante. Mais j'ai l'impression aussi parfois, surtout pour les profils anxieux là, qui m'écoutaient, que en fait la communication, surtout quand il y a une surcommunication, peut être contre-productive complètement. Il y a certains problèmes qui ne se résolvent pas par la communication. Je pense que c'est important de le dire. Tu vois, il y a certains problèmes qui se résolvent par le toucher, par des moments au contraire de calme, où il n'y a pas de parole, tu vois. Aussi par des moments qu'on va peut-être privilégier à passer seul, plutôt que d'être tu vois, dans une surcompensation par la parole, à vouloir trop parler. Peut-être que dans ces moments-là, c'est plutôt notre système qui nous dit « Ah ben tiens, là, tu ferais mieux juste d'aller faire une demi-heure de promenade dehors et de revenir. » Tu vois. Évidemment, encore une fois, la communication, c'est important dans une certaine mesure, mais j'ai l'impression qu'à cause de ce truc de la communication de couple, c'est l'alpha et l'oméga, le saint graal du couple, et ça peut conforter certains profils à surcommuniquer. Et en fait, la surcommunication, faut pas oublier, ça mène aussi à des disputes. Hein, parce que c'est quoi la dispute ? C'est un conflit de communication. Ça se joue à un niveau communicationnel, une dispute. Si tu dis un truc qui me plaît pas, je te réponds sur le même mode. En fait, à trop communiquer, tu crées des disputes aussi, tu vois. Donc il y a, tu vois, et tu fais qu'une dispute peut ne jamais se terminer. Complètement. Moi, tout ce que tu dis là, ça me fait penser à souvent comment, quand on se dispute, à un moment de la dispute, on a trop parlé. On s'en rend compte. Ouais. Des fois, on s'en rend compte que c'est trop. Et dans ma tête, j'ai une petite voix qui me dit « Bon, je crois que ça y est, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Donc, on va arrêter de jouer un rôle. J'ai compris que s'était passé ça, ça, ça. Moi, c'est ça ma responsabilité. Lui, c'est ça sa responsabilité. » À un moment, il faut qu'il y en ait un qui fasse un pas vers l'autre et arrêter de communiquer. Rompre la communication. Des fois, il faut la rompre. Hein. Des fois, c'est important de le faire. Je pense qu'on le dit pas assez. Et juste, on arrête de parler. Je viens vers toi. Je déplace mon corps et je te fais un câlin. Ouais. Des fois, en fait, juste ça permet de... Parce qu'on va pas se mentir. Des fois, on continue de se disputer, de communiquer juste par ego. Ouais. Alors qu'en réalité, on sait très bien où l'autre veut en venir et où nous, on se situe dans la dispute aussi. Ouais. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est vrai que souvent, la dispute s'arrête quand on passe du verbal à l'infraverbal. C'est ça. Et c'est le moment où quand on est revenu dans le corps, quoi. Quand on revient dans le corps, quand tu viens me faire un câlin, quand je viens de faire un câlin, c'est le moment où on sait que ça s'arrête. Exactement. Et en fait, dans la surcommunication de la dispute, il y a cette illusion qu'on va résoudre le truc à un niveau verbal en avançant des arguments. Mais ça suffit pas. Alors qu'en fait, c'est rare que les problèmes se résolvent à ce niveau-là, en fait, en réalité. Mm-hmm. Alors, ça veut pas dire que c'est pas important de communiquer. Évidemment que c'est important de dire certaines choses. Mais ça reste intellectuel. Mais ça reste un outil au service d'autres choses. Mm-hmm. C'est pas la fin de toute chose, tu vois. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je lis en ce moment un bouquin sur la thérapie de couple. Et il est question de ça. Parmi les couples qui consultent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans la surcommunication. Donc c'est pour ça, il y a tu vois, ils remarquent ça. C'est-à-dire des gens qui parlent trop, en fait. Ils sont dans un truc, ils s'affligent l'un l'autre, ils s'envoient des scuds dans la tête pendant tu vois. Et en fait, ils communiquent trop. Il y a un moment, il faut revenir dans le corps, tu vois. Et en fait, et donc pour moi, c'est un mythe moderne, ça, la communication dans le couple qu'il faut tempérer. Bon, je dis pas que c'est pas important, mais je dis que quand ça devient le central et qu'on en parle tout le temps et que voilà, en fait, ça peut devenir contre-productif et au contraire attiser les conflits qu'on pensait résoudre complètement avec la communication, justement. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est comme une émotion. Hein. Si ça reste à un niveau intellectuel et que tu fais que de parler de l'émotion et que tu la traverses pas dans le corps et qu'elle reste à un niveau mental, t'as pas traversé l'émotion. Ouais. Donc c'est pareil, t'as pas traversé une dispute si ça reste pour moi que à un niveau intellectuel. Ouais. Et à un niveau de discours. Il faut que tu le sentes dans ton corps que t'as pardonné à l'autre. Mm-hmm. Tu vois, et que t'as retrouvé le contact physique. Et ça, faut le traverser. Tout à fait. Tu vois. Ouais. Et c'est comme ça pour moi qu'on traverse le conflit. Bon, on a déjà un peu dépassé, je pense, sur la suite. Ouais, effectivement. Le dernier point, ce sont les ressources. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour... Mais déjà, ce truc-là, genre, quand vous êtes du coup dans un truc de communication, vous avez beaucoup parlé,
à un moment, prenez un pas de recul, quoi. Prenez un pas de recul, un pas de côté, et dites, bon là, est-ce que c'est mon ego qui parle et qui veut continuer à se disputer pour avoir entièrement raison ? Si c'est le cas, essayez de faire taire votre ego, s'il vous plaît, et de revenir dans le corps, parce que ça sert à rien. Parce que ça sert à rien. Au final, c'est pas un combat de coq. Hein. Non. C'est pas le but d'une dispute. Hein. Si vous avez compris que l'autre vous a compris, c'est bon. Ouais. C'est tout. Et justement, donc là, on va parler des ressources qu'on peut mettre en œuvre pour sortir de ces boucles et de ces moments de suractivation ou au contraire de désactivation du système nerveux qui nous causent tellement de tort dans nos relations avec nous-mêmes et avec l'autre et dans le couple. Et ben oui, voilà. Donc il y a un certain nombre de ressources à mettre en œuvre. Donc il y a un premier niveau qui va être le niveau personnel. Et le niveau de régulation personnelle, tu vois, d'autorégulation finalement. Tout à fait. Alors ça, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il n'y a pas de schéma préétabli. Non, chacun fait comme il peut et comme il souhaite pour se réguler. Quelqu'un qui a l'habitude de se désactiver, d'être dans le figement, certains évitants, par exemple, tu vas pas leur dire de se calmer. Ils sont trop calmes. Tu vois ce que je veux dire ? Eux, ouais. ils ont intérêt à cultiver, tu vois, autre chose. Tu vois, des thérapies par la parole, petit à petit arriver à mettre des mots sur les choses, activer leur système nerveux à plein d'endroits par la danse, par du mouvement. Activer leur conscience corporelle. Ouais. Complètement, tu vois. Pour avoir une conscience plus fine de ce qui est en train de se passer en eux. Mais en douceur. Voilà. Et au contraire, à des gens qui sont dans la réponse sympathique, plutôt dans la réponse de combat ou de fuite active, et eux, ça va être l'inverse. C'est davantage des choses qui vont les aider à canaliser. On l'a dit en même temps. Ce trop plein d'énergie, en fait. Faire du sport. Ouais. Moi, ça m'aide. Mais pas tous les types de sport aussi, tu vois. Si t'es déjà dans la suractivation et que t'épuises ton système en faisant des séances de cardio de 1h30, c'est pas bon non plus. Tu vois. Donc, c'est vraiment un truc fin. Et en fait, il faut apprendre à se connaître. C'est hyper important. Apprendre à voir quelles sont nos réponses dominantes. Et à partir de ça, finement, aller regarder ce qui nous fait vraiment du bien. Vraiment du bien. Ouais. Tu vois. Et ça dépend, encore une fois, des réponses privilégiées de chacun. Complètement. Moi, je sais que le coaching vocal, ça aide énormément. Le travail de libération par la voix aussi que j'entreprends avec certaines personnes, c'est hyper libérateur. Hein. Ouais. Pour des gens qui ont du mal à s'exprimer, pour des gens qui ont du mal à canaliser leur débit de parole, canaliser leur voix, etc. C'est impressionnant aussi. Je vous invite aussi à travailler sur la voix, parce que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. On travaille beaucoup sur le corps, etc. Mais le travail sur la voix aussi est selon moi, essentiel. Tout à fait. C'est très juste. Et donc il y a une méthode que j'aime bien, qui est la méthode de Ludovic Leroux, qui est un peu un pionnier de la théorie polyvagale en France. C'est la méthode des 4 R pour apprendre à mieux voir quels sont nos types de réponses en termes de système nerveux. La première étape, donc premier R, c'est reconnaître. Donc pour moi, ça implique de se poser avant de reconnaître. Hein. Donc il y a le truc de se poser et d'essayer de reconnaître en ayant une écoute active, fine, de ce qui se passe dans notre corps, de ce qui se passe au moment où on vit la situation. C'est un peu de ce que je te disais tout à l'heure. Genre là, je me prends un pas de côté. Exactement. Ok, là, je sens qu'il s'est passé ça pendant la dispute. Voilà, c'est ce truc-là de reconnaître ce qui est en train de se passer. Mais pour ça te demande de faire ce pas de côté. T'as dit pas de côté, je trouve que c'est très juste, c'est exactement ça. Pour reconnaître, il faut d'abord s'être posé et avoir fait ce pas de côté. Ouais. Tu vois, regarder un peu notre état comme un observateur. Exactement. Donc c'est presque un peu déjà une forme de d'être un peu objectif, ouais. Il y a ensuite le deuxième R, c'est respecter. C'est-à-dire, c'est une forme de compassion pour soi-même en fait. C'est de dire que si on en est là, c'est qu'on n'a pas pu faire autrement à plein de moments. Exactement. Que c'est un automatisme. Et avoir une forme de compassion pour soi aussi. Et je trouve que cette étape de la compassion, c'est peut-être la plus importante au final. Parce que c'est celle qui va ensuite permettre d'enclencher je suis tout à fait d'accord. un retournement de la situation. Parce que tu vois, si tu fais juste le fait de mettre le pas de côté, etc., mais que tu prends pas ce truc-là pour te pardonner aussi, je sais pas, je trouve que ça rend la chose plus difficile. C'est vrai. Et ça conditionne le troisième R aussi, qui va être la ressource. Parce que si tu as de la compassion pour toi vraiment,
et que tu vois qu'en fait c'est dur et que c'est une vraie compassion qui émerge, et ben il y a aussi ce truc de ok, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour sortir de pour ça, sortir de cette situation justement. Voilà, ouais. Voilà, moi ça va être de justement toutes les ressources qui existent, le sport, voilà. le chant, la voix. Non, ou tout simplement comme l'exemple qu'on prenait tout à l'heure pendant la dispute, tu vois. Cette ressource de je vais me reconnecter à mon corps et je vais essayer d'aller faire un pas vers l'autre, quoi. Ouais, bah ça va être une forme de co-régulation, on verra ça plus tard, mais oui. Alors, les ressources, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être solliciter l'autre, justement, aussi. L'autre peut être une ressource. On a toujours cet ami, par exemple, qui nous calme quand on le voit, qui nous fait du bien. Tu vois, ça peut être plein de choses. Ça peut être la méditation, le sport. Et le 4e, c'est revisiter. C'est-à-dire revenir sur l'expérience après coup, mentaliser un petit peu, c'est-à-dire être capable de reconnaître ce qui s'est... de dresser un plan d'action aussi, tu vois, de rationaliser tout ça. Dire, ok, il s'est passé ça, après j'ai eu ça. Du coup, je sais que ce qui m'a sorti de ça, c'était ça. Et ça aide à repérer par la suite. Ça aide à repérer, et surtout si ça a fonctionné. Ouais. Du coup, ça vous permet après de dire, ok, ça a fonctionné une fois, ça peut refonctionner 2 fois, et ça aide à sortir un peu de la boucle. Ouais. Et ouais. Moi, il y a plein de choses. On va revenir après, mais je vais vous donner des exemples concrets de ça qui nous concernent. Et donc là, on a parlé un peu de l'autorégulation, même si on a commencé à parler un peu du lien, etc. Oui. Mais ça se joue à un autre niveau aussi, les ressources. C'est les autres. Les autres sont une ressource. Nous sommes des animaux sociaux. Et bien sûr que nos liens avec des amis chers, la famille, notre conjoint, notre conjointe, sont des ressources immenses pour se réguler, pour traverser ensemble et pour retrouver de la paix et de l'apaisement. Moi, je sais que dès que je me sens pas très bien et que je t'en ai un peu trop parlé, je me tourne vers ma jumelle, quoi. Ma jumelle, ma maman aussi, beaucoup. Ouais. Ma petite sœur parfois. Mais ouais, je sais que elles vont être des oreilles attentives et ça me fait beaucoup de bien de savoir aussi qu'il y a des personnes qui sont là quand j'en ai besoin. Et dans le cadre du couple, tu vois, ça peut aussi être une ressource incroyable. Je sais que moi, moi, je viens j'ai un terrain anxieux de base, d'attachement anxieux plutôt. Et je me suis considérablement sécurisé depuis que je suis avec toi. Parce que toi, t'es beaucoup plus sécure. Oui. Et tu m'as montré le chemin, en fait. Par tes réactions, par ta douceur, par ta tendresse, par ton écoute. Tu m'as montré l'exemple. Et en fait, je prends exemple sur toi maintenant. J'ai été assez au contact de toi et dans notre intimité pour aujourd'hui prendre exemple sur toi dans plein de moments. Mais c'est vrai, il y a plein de moments où avant, dans le passé, j'aurais été justement dans une réponse de combat. Mais t'as un exemple, par exemple de dire, ah là, il faut que je continue, etc. Ouais. Il faut que je dise ces 4 vérités à quelqu'un, ou il faut que je continue oui, je continue cette dispute. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai pris exemple sur toi, de savoir à certains moments dire stop à ça. En fait, non. En fait, désactive-toi. Oui. C'est mieux. En fait, t'es trop activé, tu vois. Ouais, j'ai pris exemple là-dessus, et aujourd'hui, je pense que je suis plus calme, plus apaisé, même dans mes relations avec les gens autour de moi. Oui. Pas que en couple. Je suis moins dans des histoires, tu vois, où je peux être un peu, être un peu trop vif, un peu trop incisif avec les gens, démarrer un peu au quart de tour, beaucoup moins. Je sens que je me suis vraiment apaisé, et ça, c'est aussi grâce à toi. Et t'as été une ressource pour ça. Tu m'as montré le chemin, donc c'est fou, ouais. En fait, toi, Yo, tu es... en fait, j'écoutais un épisode récemment de podcast, le podcast Heure Miroir de Marie Lopez, et elle faisait un épisode sur les conflits. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que elle se décrivait et elle te décrivait toi, en fait. Hein. Vous êtes vraiment pareils tous les deux. Vous êtes celui dans le couple qui va créer les conflits. Dans le sens où vous êtes tellement alerte un petit peu des signaux et que vous voulez pas que ça s'accumule aussi. Ce sont souvent les femmes d'ailleurs qui sont dans cette Normalement, posture. c'est souvent les femmes qui vont déclencher, mais là, c'est toi. Et donc, c'est toi, dès qu'il y a un truc que tu sens un peu dans l'atmosphère, c'est toi qui va dire, OK, là, il y a un truc qui va pas. Ouais. Et qui va du coup créer
le conflit, entre guillemets. C'est vrai. Mais j'aime pas dire créer, c'est plutôt révéler. Oui. Vous êtes un peu les révélateurs de conflits. Oui. Tu vois, en fait, elle se décrivait comme ça. Et elle disait, en fait, que c'était important aussi que dans le couple, il y ait une personne qui développe un peu ce skills-là pour éviter justement que ça s'accumule, en fait. Ouais. Tu vois ? Mais je pense que du coup, peut-être que j'ai appris de toi sur le côté. Et en fait, c'est ça. Toi, calme. t'as appris de moi l'inverse, du coup. Et moi, j'apprends de toi, de ce côté-là, parfois, il faut soulever, il faut révéler les conflits. Des fois, c'est nécessaire. Ouais. Et tu m'apprends beaucoup ça aussi. Ouais. Parce que du coup, j'apprends aussi à le faire dans la vie extérieure, avec les gens, etc. Je me laisse plus autant faire et autant marcher dessus comme je pouvais le faire avant de te rencontrer. Donc, je trouve qu'il y a un équilibre comme ça qui s'est créé et que parfois, c'était sa conclusion d'ailleurs de l'épisode, parfois il faut révéler les conflits en fait. Il faut les créer. Bien sûr. C'est hyper important. Et c'est vrai que souvent, du coup, celui qui fait ça peut avoir le rôle du chieur, en fait, du méchant. Mais c'est pas le cas, en fait. Si vous sentez que c'est important pour vous, ben, en fait, il faut le faire, quoi. Tu vois ? Alors après, oui, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Ah oui, bien sûr. C'est une question d'équilibre. Tout est toujours question d'équilibre, évidemment. Parce que si tu fais ça tout le temps, ça devient épuisant aussi. Bien sûr. Il faut savoir se désactiver et ravaler son... Tu vois, c'est important aussi de savoir ravaler. Sinon, tu perds beaucoup d'énergie aussi. Hein. C'est voir si ça en vaut la peine ou pas aussi. Exactement. Quelle est la valeur que tu mets à la personne Mais je pense que nous, on y arrive parce que déjà, on a cette profonde volonté que ça marche entre nous et aussi, parce que toi, tu m'as montré la voie avec beaucoup de sécurité, etc. Et voilà, et qu'on a tous les deux cette volonté que ça marche et qu'on s'aime profondément aussi. Ce qui peut être plus compliqué, c'est dans des couples ou des situations relationnelles où il y a beaucoup d'insécurité des deux côtés. Tu vois, où les deux profils sont insécures. Oui. Et là, ce qui va vraiment être hyper important, on en revient à ce qu'on disait, ça va être des rituels. Avoir des rituels pour justement ne pas rester coincé dans des boucles absurdes où chacun se déclenche dans ses blessures et reste en fait sur ce mode-là de communication justement qui crée en fait de la dissension, qui crée des cycles extrêmement longs et épuisants pendant lesquels on se retrouve pas et on n'est plus ensemble finalement vraiment. Tu vois. Et donc l'importance des rituels pour rompre avec ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Vraiment avoir des rituels. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on est dans une société qui nous suractive énormément en termes de système nerveux et qu'il n'y a pas d'alternative. On est soit dans la production, soit dans la consommation. Et il n'y a pas vraiment de moments de communion, des moments où on peut vraiment partager avec l'autre. Et je pense que c'est très important justement, le rituel a ce rôle-là dans le couple. Des moments où on se retrouve ensemble. Tu vois. Et ça peut prendre plein de formes, en fait. Et il faut que chacun puisse s'y retrouver parce qu'on n'a pas tous la même façon de se réguler. L'un peut se réguler en étant dans des moments de communication intime, tu vois. Et l'autre peut ne pas être comme ça du tout de base. Donc, il faut trouver un terrain d'entente. L'autre, par exemple, peut être uniquement dans la communication par le toucher, tu vois. Et du coup, pour trouver un terrain d'équilibre, on peut avoir un rituel où on fait par exemple un jeu de cartes qui va aider celui qui n'arrive pas tellement à parler à se révéler un peu plus et va donner un peu une sensation d'intimité à la personne qui a besoin de ces moments-là pour se reconnecter. Et au contraire aussi, concéder des moments pour être dans le toucher, dans le massage, des choses comme ça, pour faire plaisir à chacun. Donc avoir des rituels qui correspondent un peu au langage de l'amour de chacun et au langage non verbal de chacun aussi, tu vois, ou verbal d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Ouais. Et puis s'autoriser aussi parfois à dire qu'on a besoin d'être seul aussi. Ouais. Ça me vient là, comme Bien ça, sûr. parce que c'est quelque chose, moi, qui est important pour moi. Surtout qu'on est beaucoup l'un sur l'autre avec nos métiers, etc. Et avec le télétravail aussi beaucoup. Je pense que vous vivez aussi la même chose. Des fois, on a aussi besoin d'être seul et de se réguler sans l'autre aussi. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est très juste. Je voulais aussi parler de ce truc-là parce que moi, je sais qu'une des façons que j'ai de gérer la colère, par exemple, ou l'injustice aussi, ça va être de dire à Yoann de quitter l'espace où je suis
Et évidemment, s'il pleut pas dehors et qu'il a des courses à faire, je vais pas le virer de la maison, hein, on s'entend bien. Mais je vais lui dire que j'ai besoin de l'espace. Je vais mettre la musique à fond. Moi, ce que je vais mettre, c'est une chanson qui me... Je sais pas, à chaque fois que je la mets, je chiale, je hurle, je pleure. C'est Live and Let Die de Paul McCartney. Incroyable. Je mets mes Je vous baskets. conseille, allez écouter si vous connaissez pas, c'est un chef-d'œuvre. C'est une masterpiece en fait, cette chanson. Elle réveille tellement de... C'est une symphonie, quoi. Il y a des moments de calme et il y a des moments qui explosent. Et en fait, je me mets cette chanson, je me mets mes baskets parce que je sais que je vais beaucoup sauter. et là, au rythme de la musique, j'accompagne mon émotion. Donc dans les moments un peu plus intenses de la musique, je vais me mettre à sauter partout, à crier, à hurler. Et dans les moments un peu plus calmes, je vais tout laisser retomber. Et là, il y a la tristesse qui va sortir. À chaque fois, je chiale, quoi. C'est un délire, quoi. La puissance de la musique. Mettez de la musique, c'est cathartique, les amis. Ouais. Si vous voulez traverser une émotion à fond, accompagnez-la de musique, je vous en supplie. Bon, nous, on est musiciens tous les deux, donc c'est vrai qu'on a cette sensibilité-là. Mais aussi reconnecter avec un art qui est cathartique aussi, ça peut faire du bien pour vivre une émotion à fond et pour ensuite être débarrassé de l'émotion, quoi. Vraiment la traverser. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux vous dire que je suis tellement bien que j'appelle Yoann et je dis c'est bon, tu peux revenir. Mais tu vois, ce que tu soulèves, c'est très important aussi. C'est l'idée d'aller chercher des ressources en dehors du couple aussi. Oui. De pas, de pas vouloir tout résoudre à l'intérieur du couple. Bien sûr. Je pense que l'équilibre du couple se crée aussi grâce à l'équilibre en dehors du couple qu'on peut avoir. Ah oui, moi je vais voir une psy aussi, toi tu vois une psychologue aussi. Et ça, je pense que c'est un truc dont j'ai envie de parler ici. C'est un problème qu'ont beaucoup d'hommes, c'est la difficulté à demander de l'aide. La difficulté à demander de l'aide, que ce soit d'aller voir un psy, que ce soit même de parler de leur vulnérabilité et de leurs problèmes aux autres, à leurs amis, etc. Ce que font beaucoup mieux les femmes d'ailleurs. Et en fait, ça peut être un vrai problème parce qu'on parle d'équilibre en dehors du couple. Et parfois, il faut aller solliciter de l'aide en dehors. C'est hyper important. On ne peut pas tout résoudre simplement, soit par le mutisme, soit par la communication dans le couple. C'est très important d'aller solliciter de l'aide ailleurs. Et nous, on a traversé à plein de moments des problèmes de couple simplement en allant en fait nous réguler ailleurs, en allant solliciter le soutien d'un psy, d'un ami, d'une chanson, d'un moment solitaire. Et c'est extrêmement important, quoi. Et pour les profils évitants, du coup, et pour beaucoup d'hommes, c'est non pas fuir dans des activités solitaires, mais peut-être, ou en tout cas si ça vous fait du bien, oui, mais aussi, surtout, demander de l'aide. Et je me parle à moi aussi parce que je suis un homme et que j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, je pense que j'ai de moins en moins de mal à demander de l'aide. Je confirme. Moi-même, je suis thérapeute. Je vais voir une psy. J'ai un superviseur aussi pour ma pratique. Aujourd'hui, je suis très entouré et je sollicite mes amis aussi beaucoup. Tu vois, voilà. Et je pense que dans le passé, j'ai peut-être pu me reposer un peu trop sur toi, surcommuniquer un peu, tu vois, dans ce truc-là. Et aujourd'hui, j'ai compris, je pense, l'importance vraiment d'avoir ce réseau d'aide et de soutien autour de soi, en dehors du couple aussi, parce que c'est ça qui garantit l'équilibre du couple. Si le couple prend tout dans la figure parce qu'il n'y a pas ce tampon-là, ça peut être très difficile. C'est peut-être j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'on aura pu vous aider un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Ce n'est plus @la voix du couple maintenant, c'est @Yoann Guez. YOA2NGUEZ. Et Anna Guez. HA2NA-GUEZ. Et voilà, likez ce podcast. Et puis on se retrouve très vite en présentiel, en distanciel pour le coup. En distanciel, pas encore en présentiel, ça viendra. Ça viendra aussi, ça viendra, c'est sûr. Petit lapsus, mais ça viendra, c'est sûr. Mais en tout cas, on se retrouve pour la conférence aussi sur la dépendance affective au mois de novembre. Et ça va être cool, ça va être l'occasion de vous rencontrer. Je vais multiplier un peu ces occasions-là prochainement. C'est gratuit, donc inscrivez-vous. Et puis voilà. On vous dit à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.